simplement faire de l'accueil puisque nous attendons le go du bureau de représentation du Parlement européen à Paris pour l'enregistrement. La personne qui est en train de parler s'appelle Olivier Brunet. Elle va être l'animateur de cette session en dialogue avec Valérie Hayé qui nous fait le plaisir de sortir de réunion au Parlement européen, mais elle va nous expliquer aussi comment se passe la vie d'une parlementaire européenne confinée. Et puis, je vais faire un binôme qui n'est pas un binôme, mais qui est un trio avec mes collègues de la Maison de l'Europe à Nantes, avec Margot et avec Estelle à la Maison de l'Europe en Mayenne. Mais nous allons nous présenter dans quelques instants, le temps que vous vous installiez confortablement dans votre fauteuil ou dans l'endroit où vous êtes confiné. Nous expérimentons un format de webinaire qui est relativement nouveau, qui va nous permettre de parler avec un ensemble de personnes des 5 départements des Pays de la Loire, ce qui est un format qui a été assez peu utilisé. Et donc, nous allons pouvoir circuler de la Vendée à la Sarthe, à la Mayenne, au Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. Et puis, à 19h, nous devrons nous arrêter parce que les parlementaires vont d'une réunion à une autre et Valérie Hayé a d'autres obligations à 19h. Mais je la remercie déjà en notre nom d'avoir trouvé le temps de nous parler de sa connaissance des réponses à la crise du coronavirus que nous visiterons dans ses différentes dimensions, la dimension sanitaire et puis la dimension économique, tout en lui laissant la parole, je dirais, largement sur ce qu'elle souhaite en fonction de ses compétences. Et je me réjouis de dire que le webinaire est maintenant diffusé en direct sur Facebook. Donc, j'imagine que nous sommes enregistrés, que nous pouvons démarrer officiellement, bien que j'attende encore quelques instants d'avoir un go officiel de Lisa. Et Lisa, je la remercie. Lisa est la personne qui, au bureau du Parlement européen à Paris, nous a permis l'organisation de cette session. Cette session est organisée, donc, bienvenue, avec les 5 centres d'information Europe Direct des Pays de la Loire, les 4 maisons de l'Europe situées en Sarthe, en Mayenne, en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, ainsi que le centre d'information Europe Direct adossé à la mairie de La Roche-sur-Yon. Ce webinaire va nous permettre de discuter des thèmes d'actualité. Nous avons une invitée qui est Valérie Hayé. Valérie Hayé qui est bien connue, je pense, en Pays de la Loire, en tout cas en Mayenne et au-delà. Je vais vous la présenter brièvement et puis elle n'hésitera pas à compléter quand elle va commencer à prendre la parole. J'avais noté, Valérie Hayé, que vous êtes née en 1986, que vous avez une vie politique à l'UDI, vous avez été l'assistante de Jean Arthuis, vous êtes République en marche, vous avez été vice-présidente de la Maison de l'Europe à Mayenne, vous êtes encore au Conseil départemental de Mayenne, vous avez été élue sur la liste En Marche en 19e position et vous êtes une des 98 députés du groupe Renaissance au Parlement européen. Vous êtes membre titulaire de la commission du budget, vous êtes également membre de l'équipe de négociation du cadre financier pluriannuel et suppléante de la commission ITRE, ce qui veut dire dans notre jargon, le jargon bruxellois, l'industrie et la recherche. Voilà, peut-être voulez-vous dire quelques mots déjà, Valérie Hayé, pour nos auditeurs. Merci, bonsoir à tous. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Effectivement, je crois que le portrait que vous avez dépeint de moi est assez juste. Alors peut-être un mot introductif avant de pouvoir échanger sur les préoccupations des participants. Alors dans la crise, ce qu'on retient, moi ce que je retiens du début de cette crise, c'est les griefs qu'on a adressés à l'endroit de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas réagi à temps, elle n'a pas réagi suffisamment. D'ailleurs, la présidente Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a présenté ses excuses au début de la crise pour ne pas avoir su trouver les mots sur réagir suffisamment. Alors, une fois passé cette étape de sidération qui nous a tous parcouru, je pense, l'Union européenne a agi. L'un des premiers freins, ça a été aussi que la compétence santé ne relève pas d'une compétence de l'Union européenne. Donc, une fois que la demande a été formalisée auprès de la Commission, celle-ci a agi par de la coordination d'abord et puis par des mesures aussi budgétaires dont on va peut-être reparler parce qu'effectivement ça concerne plus particulièrement ma casquette, mais les mesures sanitaires, elles ont
était présente sur le thème de la coordination davantage. Et puis, il y a une bataille de communication aussi. Hein. C'est aussi l'un des griefs qu'on a pu faire, ce qui a pu justifier qu'on a attaqué l'Union européenne. La Chine, les puissances extérieures qui ne nous veulent pas que du bien, sont allées sur le terrain de la communication pour dire qu'elles sont intervenues pour aider les Italiens, etc. Or, peut-être qu'il y a aussi eu un déficit de communication côté Union européenne parce qu'on a fait des choses. Peut-être qu'on a pêché aussi l'ensemble des institutions sur ce point-là. D'autant plus, et pour terminer le volet communication, parce que ce qu'on a retenu aussi, malgré tout, c'est aux yeux du grand public, ces sorties, ces déclarations de certains chefs d'État et de gouvernement qui sont contraires à l'esprit de solidarité qui doit présider et qui est l'une des valeurs de l'Union européenne et qui n'a pas toujours été mise en avant dans le cadre de cette crise. Alors, les mesures qui ont été mises en œuvre, elles sont essentiellement de deux ordres, économique et budgétaire. Il y a tout ce qui a déjà été mis en œuvre. La Commission a levé assez vite les mesures en termes sur le pacte de stabilité et de croissance. Elle a assoupli les règles en matière d'aide d'État. Elle a mis en œuvre le budget européen pour faciliter une partie de l'utilisation des fonds de cohésion à hauteur de 37 milliards. Elle a débloqué 3 milliards d'euros dans le budget. Il y a aussi différents instruments qui ont été déployés. La Banque centrale européenne s'est engagée dans une logique de rachat de dette. La Banque européenne d'investissement a lancé des prêts bon marché. Il y a une multiplicité, une panoplie d'instruments qui ont été mis en œuvre. Il y a aussi des réponses importantes qui ont été actées, comme la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité ou encore le mécanisme SURE pour accompagner l'assurance chômage. Donc ça, c'est tout ce qui a été mis en œuvre, je le dis très schématiquement. Et puis, il y a tout ce qui reste à faire, parce qu'il reste beaucoup à faire. Quand on met tout bout à bout, c'est plus de 3 000 milliards d'euros qui a été mis en œuvre, tout plan confondu, plans nationaux et plans européens. Et malheureusement, sans doute que ça ne suffira pas. Parce que la crise qu'on traverse, c'est une crise qui n'a pas de précédent. Si on doit faire une comparaison, c'est peut-être les années qui ont suivi la crise de 29. Et donc, il faut pouvoir y répondre avec ambition. C'est le sens de la résolution que le Parlement européen a adoptée il y a quelques semaines. Notre position, c'était de faire pression sur le Conseil et la Commission pour avoir une réponse ambitieuse à la hauteur de la crise. Aujourd'hui, on a pu faire acter le principe d'un recovery bond ou d'un fonds de relance. Donc la Commission a annoncé qu'elle allait faire des propositions pour la relance, axées sur le budget et sur la relance. On y viendra peut-être tout à l'heure un peu plus dans le détail, je n'en dis pas davantage. Nous, en tant que députés européens, moi à titre personnel et puis en tant que groupe politique, on a décidé de se mobiliser. L'enjeu pour nous, Parlement européen, c'est de faire entendre notre voix, faire entendre la voix des citoyens européens et faire passer le message très clair au Conseil et à la Commission qu'il reste encore des choses à mettre en œuvre et qu'il faut encore être ambitieux et que cette logique, cet impératif de solidarité, il doit encore se traduire en actes dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et dernière chose, et j'en termine là, cette crise, elle a évidemment des effets dévastateurs sur le plan sanitaire et sur le plan économique, mais ça doit aussi être une opportunité pour changer notre modèle, pour engager les transformations qui étaient déjà sur la table, sur la digitalisation, sur le Green Deal, sur l'agenda social. Et donc, je veux aussi croire qu'on tirera le positif de cette crise, qu'une fois que la réponse sera mise en œuvre, on pourra aussi saisir cette opportunité en lien aussi avec la conférence sur l'avenir de l'Europe pour proposer un nouveau projet, une nouvelle vision pour la construction européenne. Voilà pour ce propos introductif.